Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Manuela et vous êtes sur Manuela & Co, ma chaîne trilingue où tous les contenus sont publiés en italien, en français et en espagnol. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons bavarder un petit peu. Ça va être vraiment une vidéo de partage d'expérience. Je vais vous raconter quand et comment j'ai commencé à travailler en tant qu'interprète. Ça fait plusieurs années en fait, voilà, je vous expliquerai tout ça. Ça fait plusieurs années et c'est notamment dans le cadre de présentation de livres ou d'événements culturels, donc c'est vraiment dans le milieu de la culture, de la littérature, de l'édition. Je vais vous le raconter parce que effectivement moi je n'ai pas fait d'études spécifiques pour être interprète. J'ai un diplôme, l'équivalent italien d'un bac+5 en langue et littérature étrangère, donc le français et l'espagnol pour moi. Vous savez peut-être si vous me suivez déjà que je suis italienne et que je vis à Paris depuis très longtemps. Ça fait plusieurs années, je vis à Paris depuis 2005 en fait. Donc voilà, le fait que je travaille comme interprète n'était pas la chose la plus évidente après mon parcours. Alors évidemment j'ai une formation en langue, donc il y a cette cohérence là, mais voilà, je n'ai pas fait une école spécifique pour devenir interprète. Donc voilà, préparez-vous un petit thé, un petit café, installez-vous et restez avec moi pour la suite de la vidéo. Mais avant, bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et activez la petite cloche de notification, comme ça vous aurez une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, quand et comment tout a commencé? Alors, ça a commencé en 2016, tout début 2016. En fait, à cette époque-là, je fréquentais régulièrement, vraiment très régulièrement, l'Institut Cervantes de Paris. Quand je dis très régulièrement, je veux dire en moyenne au moins une fois par semaine, voire plus. J'assistais régulièrement à leurs présentations de livres, à leurs conférences, à leurs débats, à leurs projections de films, de documentaires, etc. Et je connaissais plutôt bien la fille qui était en charge de la programmation des activités culturelles. Je la connaissais parce qu'on me l'avait présentée et que forcément je la voyais tout le temps puisque je fréquentais l'institut et que voilà, à chaque fois on discutait un petit peu, etc. Donc enfin, on se connaissait. Cette fille m'avait déjà proposé plusieurs fois même d'être l'interprète d'auteurs qui venaient présenter leurs livres. Voilà, au moins 2 ou 3 fois déjà, elle m'avait dit, voilà, on a un auteur qui vient, c'est un espagnol, il ne parle pas français, est-ce que tu voudrais être son interprète? Et à chaque fois, j'avais refusé pour une raison tout à fait simple et banal, c'est-à-dire ce n'est pas mon métier. Donc je lui disais, bah écoute, non, merci, c'est très gentil de penser à moi, mais non, c'est pas mon métier, je sais pas faire, et puis j'ai même limite pas envie, c'est-à-dire c'est vraiment pas mon métier, donc merci, mais non. Et puis un jour, tout a changé. Début 2016, elle me passe un coup de fil, elle me dit, écoute, nous avons Rosa Montero qui vient dans 2 jours présenter son nouveau roman, et on a besoin d'un interprète, est-ce que tu serais dispo? Alors là, j'ai dit oui tout de suite, sans réfléchir et sans regret. Je vais vous expliquer pourquoi. Rosa Montero est une auteure espagnole, journaliste très importante, très connue en Espagne, qui avait présenté ici à Paris, juste un an avant, janvier 2015, un roman que j'avais adoré. Elle était venue présenter ici à Paris L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, et moi j'avais été éblouie par cette présentation et par ce roman en fait. Vous le savez peut-être parce que je vous en ai parlé à plusieurs reprises et vraiment c'est une lecture que je vous conseille. Donc là évidemment je ne pouvais pas dire non. J'avais trop envie de rencontrer cet auteur, de lui parler et surtout j'avais envie de discuter avec elle de l'état des choses par rapport à une possible traduction italienne de ce roman de l'année précédente. Parce que je savais que le roman n'était pas encore traduit en italien et que je rêvais de le traduire en italien. Donc là j'ai dit oui. Et voilà, j'avais 2 jours pour me préparer en fait. Donc j'ai passé 2 jours et surtout 2 nuits en fait à étudier, à me préparer, à travailler. Voilà, j'ai lu le roman, j'ai cherché toutes les interviews que je pouvais trouver sur internet dans lesquelles l'auteur présentait ce livre. J'ai écouté tout ce que je pouvais. J'ai cherché des infos sur internet sur les techniques de prise de notes. Enfin bref, j'ai fait tout ce que je pouvais faire en 2 jours. Puis le jour venu, voilà, la présentation s'est très bien passée. Alors, pour la petite histoire,
dans les mois qui ont suivi, j'ai essayé effectivement de proposer ce livre aux maisons d'édition italiennes, à certaines maisons d'édition, et à me proposer évidemment comme possible traductrice de ce texte. Sans succès, effectivement, le livre a fini par paraître en Italie chez un éditeur qui s'appelle Ponte alle Grazie en 2019, et malheureusement ce n'est pas moi qui l'ai traduit. Ça aurait été un immense bonheur parce que j'adore ce texte. Mais bon, quand je dis ce texte, je parle d'ailleurs de l'idée ridicule et non pas du texte qu'on avait présenté en 2016, parce que c'était déjà le roman d'après. Donc voilà, je vous disais, la présentation se passe très très bien. L'éditrice de Rosa Montero vient me voir à la fin de la rencontre. Il s'agit de Madame Anne-Marie Métellier qui est l'éditrice française de Rosa Montero, et Madame Métellier vient me voir, elle me félicite pour le travail que je venais de faire, elle me demande mes coordonnées en me disant voilà, qu'elle voudrait rester en contact et surtout voilà, collaborer à nouveau avec d'autres auteurs, parce qu'effectivement elle publie beaucoup d'auteurs espagnols, latino-américains et italiens. Évidemment, je suis ravie, je dis oui, et puis les choses se passent assez rapidement en fait, parce que juste quelques jours après, je reçois un coup de fil d'une personne de son équipe qui me propose 2 dates d'interprétariat. Donc elle me propose une première date avec un auteur italien et une deuxième date avec Luis Sepúlveda. Vous connaissez certainement cet auteur immense. Donc voilà, moi quand j'entends le nom de Luis Sepúlveda, je fais waouh, je sens voilà, un très grand enthousiasme, mais voilà aussi beaucoup de responsabilité, parce que voilà, il s'agit d'un auteur très très important, etc., qui est malheureusement décédé, vous le savez, l'année dernière. Donc voilà, ça se passe comme ça, je fais ces 2 premières dates en février, puis début mars, et puis c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que ces premières rencontres, ces premières missions ont fait que d'autres m'ont connu, des libraires, d'autres éditeurs, ceux avec qui j'avais travaillé me recommandaient à d'autres, et voilà, j'ai commencé à travailler assez régulièrement. Début avril en particulier, il y a eu un événement important aussi, il y a eu la première édition de Italissimo, c'est un festival de littérature italienne qui est organisé ici à Paris. Et donc en 2016, j'ai travaillé pour ce festival, et notamment je travaillais avec un auteur qui s'appelle Marco Missiroli, qui venait présenter la traduction française d'un roman qui a été un énorme succès en Italie et qui s'appelle dans sa traduction française Mes impudeurs, un roman que j'adore, je vous en parle assez souvent, enfin je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc c'est un conseil de lecture, vraiment, si vous avez envie de découvrir cet auteur, c'est un très très beau roman. Et voilà, j'ai retravaillé avec ce même auteur plus récemment en 2019, quand il est revenu en France pour présenter la traduction française de son roman suivant qui s'appelle Chaque fidélité. Donc dans ce cas-là, nous avons fait une très belle présentation à l'Institut italien de culture de Paris, et après nous avons fait un petit voyage, on a fait Bordeaux et Toulouse pour présenter ce livre aux libraires en fait, parce que c'est des présentations qu'on faisait quelques mois avant la parution du livre. Alors on était au mois de juin, le livre allait paraître en France pour la rentrée littéraire, donc voilà, une très très belle expérience. L'année 2017 a été une année très riche, parce que 2017 a été l'année France-Colombie. Donc il y a eu un moment de l'année où des événements se sont enchaînés, vraiment les présentations d'auteurs colombiens ici à Paris s'enchaînaient, et j'ai eu l'occasion donc de travailler avec plusieurs auteurs et donc de découvrir leurs livres, leurs œuvres, et ça a été vraiment hyper intéressant. Et puis un autre moment comme ça très marquant a été le moment où en 2018 on m'a proposé d'être l'interprète de Roberto Saviano. Vous connaissez probablement ce grand personnage, journaliste très très important, c'est l'auteur de Gomorra. Entre autres, il a écrit d'autres livres, et donc j'ai eu voilà, cet immense bonheur et cette immense responsabilité d'être son interprète en 2018. C'est un moment inoubliable pour moi du point de vue vraiment de professionnel, ça a été un moment très très précieux, très très précieux. Alors plus récemment évidemment, à cause de la pandémie et de cette situation
qu'on vit depuis maintenant plus d'1 an. Je me suis mise à travailler en ligne quand il y a l'occasion de le faire. Donc récemment, par exemple, j'étais l'interprète de Valérie Perrin lors d'une présentation online de son roman pour un groupe Facebook italien. Enfin bref, voilà. C'est toujours des moments très enrichissants. Je suis toujours très contente de travailler dans ce cadre-là parce que à chaque fois, c'est des rencontres intéressante, enfin je veux dire on peut apprécier plus ou moins l'auteur, on peut apprécier plus ou moins le livre qu'il vient présenter, mais l'expérience en elle-même en fait elle est hyper enrichissante, donc c'est toujours des expériences que je fais très volontiers à chaque fois qu'on me propose une mission d'interprète. Je suis vraiment ravie et je le fais avec beaucoup d'enthousiasme. Après c'est vrai voilà qu'à la base, je vous le disais, c'était pas le métier pour lequel j'avais étudié et ce n'est pas non plus le métier que je rêve de faire. D'ailleurs c'est quelque chose que je fais à côté de d'autres activités. Moi évidemment je travaille notamment sur les textes écrits, dans la rédaction de texte, dans la correction de texte, dans la traduction, etc. C'est ça c'est le cœur de mon métier pour ainsi dire, et mon objectif vraiment est celui de travailler dans une maison d'édition. Voilà, donc l'interprétariat reste une très belle expérience que je suis ravie de faire, que je veux renouveler à chaque fois que c'est possible avec beaucoup d'enthousiasme, mais voilà, c'est pas le cœur de mon métier en principe. Alors, si on veut s'interroger sur les difficultés principales de cet exercice, ben, je peux penser surtout à 2 éléments. Alors, une première difficulté est quelque chose d'intrinsèque, si on veut, à l'exercice de l'interprétariat. C'est-à-dire, il s'agit de traduire à l'oral un texte oral sans possibilité de prendre le temps de réfléchir. On ne peut pas chercher ses mots, etc. Donc c'est vraiment cet aspect de l'immédiat qui rend l'exercice particulièrement périlleux et qui fait la différence par rapport à la traduction écrite. D'ailleurs c'est une des différences, ce n'est pas la seule, mais quand on traduit à l'écrit, ben, typiquement on a le temps de la réflexion, on a même le devoir de la réflexion. On prend le temps de réfléchir, de choisir ses mots, de changer d'idée, de revenir en arrière, d'effacer, de réécrire, Voilà, vous voyez, donc c'est une grande différence. Une autre différence, évidemment, dans les 2 exercices. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur ce sujet-là parce que c'est très intéressant, c'est-à-dire les différences entre interprétariat et traduction. Évidemment, il y a des différences évidentes, mais voilà, on pourrait approfondir la réflexion sur quelles compétences sont nécessaires pour un exercice et pour l'autre, etc. Et puis même quel type d'interprétariat il y a. Vous savez, interprétation simultanée, consécutive, chuchotage, enfin bref, le discours est très riche, on pourra approfondir peut-être un jour. Mais voilà, je disais, un premier élément est celui justement voilà, du manque du temps de réflexion, et le deuxième élément que je voulais souligner est le fait que quand on fait un exercice d'interprétariat, on n'a pas la possibilité de consulter quoi que ce soit, d'avoir des outils. Donc on n'a pas la possibilité de consulter un dictionnaire si un mot nous échappe, on n'a pas la possibilité de consulter Internet pour vérifier quel est le titre, par exemple, d'un livre que l'auteur cite en italien, que je dois rendre en français. Alors vous voyez, c'est des choses très délicates, très compliquées, mais voilà, là on est tout seul au monde, avec notre cerveau, avec nos connaissances, et il faut faire ce qu'on peut, au mieux, juste avec ça. Et c'est toute la difficulté. Donc voilà pourquoi, par exemple, dans l'exercice de l'interprétariat, ce qui est très important est la capacité de réaction, la capacité de réagir même face à une difficulté, face à un mot qu'on ne connaît pas ou qui nous échappe à un moment donné, ou un élément, une référence qu'on n'arrive pas à saisir ou qu'on ne connaît pas forcément dans l'autre langue, etc. Donc voilà, il faut être capable de contourner l'obstacle, tout simplement. Voilà, donc ça c'est les difficultés principales. Et ça me fait penser donc à un autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est-à-dire comment je me prépare pour ces séances, pour ces présentations lorsque je dois travailler en tant qu'interprète.
Alors, je me prépare beaucoup, je travaille énormément. Il y a un travail de préparation énorme. Et je pense que c'est comme ça que ça doit être. Pour peu qu'on ait un minimum de conscience professionnelle et de rigueur et d'envie de bien travailler, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça que ça doit se passer. Il faut énormément travailler et faire un travail de préparation vraiment très pointu. Donc moi, concrètement, comment je me prépare? Tout d'abord, c'est indispensable, je lis le livre en question, le livre dont l'auteur va parler. Idéalement, je lis aussi d'autres livres de l'auteur. C'est très important parce que ça permet de connaître un peu l'univers et ça permet justement de saisir les références éventuelles. Donc ça permet de saisir, d'être à l'aise avec des concepts, des idées que l'auteur pourrait exprimer. Voilà, je vais chercher sur internet toutes les interviews que je trouve de l'auteur, notamment celles qui concernent le livre dont l'auteur est censé parler dans la présentation pour laquelle je me prépare, pour écouter la manière qu'il a justement de présenter ce texte. Vous savez, souvent les auteurs, et c'est normal, hein, quand ils font la promotion de leur livre, ils enchaînent les présentations les unes après les autres, donc le discours souvent est un peu le même. Enfin, évidemment, le discours s'adapte en fonction des questions précises qui sont posées à chaque fois, etc. Mais bon, il y a des idées qui reviennent, il y a souvent des anecdotes qui reviennent, il y a une manière de présenter le livre, de parler des choses. Donc c'est très très utile d'avoir déjà ça un peu dans les oreilles, hein, d'avoir écouté ça et ça permet voilà, une certaine rapidité, ça facilite la tâche au moment après où on travaille. Il y a aussi une autre partie importante de la préparation qui est celle qui concerne le lexique spécifique du livre en question. Alors évidemment, ce n'est pas pareil de parler d'un livre qui s'occupe, je ne sais pas moi, qui raconte une histoire qui concerne le trafic de drogue, avec donc une terminologie spécifique, voire un argot spécifique, avec, je ne sais pas moi, le langage qui concerne les tribunaux, les procès et tout ça, par rapport à un livre qui parle par exemple de maladies psychiatriques, qui parle de schizophrénie, des médicaments qui sont utilisés dans ce cas-là, etc. Enfin, vous voyez, donc c'est des termes, on a beau être très à l'aise avec les deux langues avec lesquelles on travaille, on a beau les maîtriser parfaitement, hein, la perfection n'est pas de ce monde évidemment, mais enfin, il y a après des terminologies spécifiques, des jargons même, voilà, qu'il faut connaître. Donc à chaque fois, effectivement, je me prépare d'une manière très spécifique sur le langage qui concerne le livre en question. Alors ça ne nous met pas à l'abri évidemment du fait que l'auteur puisse utiliser des mots sur lesquels on n'avait pas étudié, qu'on n'avait pas préparé, qu'on n'avait pas cherché dans le dictionnaire par exemple, mais évidemment ça réduit les possibilités de glisser, vous voyez, ça réduit les possibilités d'erreur parce que plus on étudie, plus on se prépare et plus on est couvert, mais voilà, il n'y a jamais la garantie par contre de connaître tous les mots, etc. Donc après dans ce cas-là, évidemment, bon, on connaît, on maîtrise la langue, on cherche un synonyme, on fait autrement, voilà, vous voyez, mais puis il y a aussi des stratégies, voilà, s'il y a un mot vraiment trop spécifique, eh ben, on remplace par le mot générique. Alors si vraiment l'auteur, par exemple, restant sur l'exemple que je donnais de la maladie mentale, s'il utilise le terme qui concerne la molécule utilisée dans un médicament, blablabla, évidemment, on peut ne pas connaître ce mot-là très technique dans la langue dans laquelle on doit s'exprimer, bah, à ce moment-là, on remplace par le mot générique, médicament, etc. On fait autrement. L'essentiel, c'est que le message passe. Parce qu'il ne faut pas oublier voilà, qu'on n'est pas un ordinateur, on est un être humain et que l'exercice veut qu'on soit voilà, dans la restitution immédiate d'un discours et que puisqu'encore une fois on est des êtres humains, ben, il y a des mots qu'on peut ne pas connaître, etc. Ça c'est physiologique, ça c'est normal, ça c'est naturel, ça il faut se le pardonner, même si moi
qui suis très très perfectionniste, j'ai du mal à me pardonner ça, mais après chaque mission d'interprète, je me dis c'est bon, détends-toi, t'es pas un ordinateur, t'es un être humain. Bien sûr, ce mot-là, t'aurais pu le prononcer mieux. Bien sûr, ce mot-là, t'aurais pu trouver plus juste, t'as utilisé le synonyme, etc. Et je m'en veux, et en fin de compte, non, il faut se pardonner ça. Ce qu'on peut pas se pardonner, c'est le manque de travail, c'est la médiocrité, c'est le fait de débarquer sur une mission sans l'avoir préparée, sans avoir travaillé, vous voyez ça, et on ne peut pas se le pardonner, moi je ne me le pardonnerai pas, et de toute manière je ne le fais pas, c'est pas comme ça que je travaille. Donc voilà, je vais préciser quelque chose de très important, mais j'ai envie de dire, ça va un peu de soi aussi, tout ce que je viens de dire, cette expérience que je viens de vous raconter, etc., c'est vraiment mon vécu personnel, etc., et ça n'a rien à voir avec le fait que je ne... que je sous-estime l'importance, par exemple, d'études spécifiques pour ceux qui veulent être interprètes. Alors, évidemment, ce n'est absolument pas ma pensée, ce n'est absolument pas le message que je veux faire passer. Au contraire, vous voyez, parce que je viens de vous le raconter, j'exerce ce métier dans un cadre spécifique qui est celui de la culture, de l'édition, de la littérature. Évidemment, des cadres différents ont des exigences différentes. Évidemment, quand on est interprète pour l'Union européenne, quand on est interprète pour le président de la République en visite à l'étranger, quand on est interprète pour un séminaire de médecins, là, les enjeux sont différents. Les enjeux sont différents, donc là, il n'y a pas un « j'ai pas été formé pour, mais j'apprends sur le tas ». Non, là, il n'y a pas apprendre sur le tas. Là, il n'y a pas de marge d'erreur. Ce que je veux dire, c'est que dans ce que je fais moi, c'est pas qu'il y a des marges d'erreur, mais on peut se permettre de dire, voilà, j'ai des compétences que j'ai acquises autrement que par l'école officielle, et donc voilà, je les mets en valeur en travaillant dans ce domaine, même si j'ai un parcours qui n'est pas le parcours officiel qu'il faut avoir pour être interprète. Mais si j'ai les capacités, uniquement si j'ai les capacités, ben je peux exercer quand même ce métier. Alors évidemment, il y a des domaines où les choses sont différentes, et puis il y a d'autres activités où ça se passe pas comme ça. Hein. Moi, j'ai beau me former en architecture, ben, il faut le diplôme qu'il faut pour être architecte, pour signer un projet. Pareil, si on veut être médecin, avocat, ingénieur ou autre, vous voyez. Il y a des métiers où on ne peut pas apprendre sur le tas. Il y en a d'autres, comme celui que je viens de vous décrire, où si on est bon, on est bon. Peu importe qu'on n'ait pas le diplôme. C'est ça le message que je veux faire passer avec tout le respect que j'ai pour ceux qui font les écoles pour. Évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Je veux être très très claire là-dessus, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que ce n'est vraiment pas mon intention. Après, moi, voilà, je mets la même rigueur, le même engagement en faisant une présentation littéraire dans une librairie de quartier avec 6 personnes dans le public que je mettrais évidemment si j'étais l'interprète du président de la République. Hein. Il ne s'agit pas de dire bon peu importe, hein, c'est surtout pas ça, mais voilà, les enjeux ne sont vraiment pas les mêmes. C'est clair, c'est évident, les enjeux, les conséquences, voilà. Donc le message est plutôt, voilà, saisissez les occasions qu'on vous propose, ça c'est bien, et si on ne vous les propose pas, bah, allez les chercher. C'est un message que je vous donne, mais que je m'adresse à moi-même aussi. Et voilà, pour certains métiers comme celui que je viens de vous décrire, dans certains contextes, quand c'est possible, bah, même si vous n'avez pas forcément le parcours idéal, le parcours que théoriquement il faudrait avoir, le diplôme que théoriquement il faudrait avoir, ben, si vous êtes capable, si vous avez les compétences, si vous êtes brillant, si vous avez du talent, si vous êtes rigoureux, si vous travaillez beaucoup, etc., si vous le méritez, ben, foncez, allez-y, vous pouvez le faire, on peut le faire. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, c'est très très important. Surtout, voilà, laissez-moi des commentaires ci-dessous si vous avez des choses à dire après cette présentation, si vous avez même des questions à me poser par rapport à mon expérience, à ce métier, ou éventuellement racontez-moi, voilà, si vous êtes interprète, comment vous vivez le métier, si vous étudiez pour être interprète, voilà, partagez vos opinions, surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et nous on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.